Voilà. Alors, je reviens vers vous dans un autre rôle. Et Cédric va s'exciter maintenant parce que je ne vais pas respecter mes 7 minutes. Mais comme j'ai l'occasion de recevoir le micro, j'aimerais quand même revenir sur le scénario parce que je suis chercheuse et j'aime beaucoup la critique. Et pendant la pause, j'ai quand même entendu beaucoup de questionnements par rapport au rôle des infirmières diplômées qui me sont revenus. Et je vous comprends. Parce que c'est vrai, l'idée de scénario, c'était tout d'abord de bien distinguer les deux rôles d'infirmière praticienne spécialisée et infirmière clinicienne spécialisée. Néanmoins, peut-être on a un peu sous-estimé les enjeux liés au rôle de l'infirmière diplômée, qui bien sûr est autant important, même plus important, que les infirmières de pratique avancée dans la prise en charge en 2025. Deux questions de retour. Est-ce qu'une infirmière de pratique avancée n'a pas le droit de pratiquer ce que pratique une infirmière diplômée? Deuxième question, pourquoi, si tout ce que l'infirmière clinicienne spécialisée aurait fait dans ce scénario peut être fait par une infirmière diplômée qui a un bachelor, je dois aujourd'hui, en 2019, intégrer dans tout le département d'oncologie le screening, alors le dépistage de la détresse, malgré le fait que c'est recommandé depuis 10 ans dans toutes les recommandations de bonne pratique au monde international de dépister la détresse comme tous les signes vitaux chez tous les patients qui sont touchés par une maladie cancéreuse. Et je me réjouis déjà de la prochaine pause pour pouvoir en revenir avec vous, pour qu'on peut encore discuter de ça. Et maintenant, mon programme de recherche. Alors, mes axes de recherche, pour ceux qui étaient à ma leçon inaugurale, je vais encore vous ennuyer avec ce graphique jusqu'à ma retraite, j'espère, mais comme on est dans l'Agora, et l'Agora, c'est vraiment le centre de médecine personnalisée en oncologie, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a pas mal de ressources pour tous les omics pour mieux comprendre comment se développent des cellules cancéreuses. J'espère qu'à ma retraite, on aura un Agora qui s'occupera de ça. Comment? Tout ça. En fait, ces cellules cancéreuses, elles se trouvent dans une personne. Et cette personne, elle ne vit pas seule. Elle vit avec sa famille, qui se trouve entourée dans une communauté, une société, avec des lois. Et tout cela va fortement impacter la manière comment elle va vivre avec sa maladie cancéreuse. Alors, si vous avez encore quelques fonds à disposition et vous voulez soutenir cette idée, vous pouvez aussi revenir vers moi à la pause café. Pour les axes de recherche, on cible actuellement, avec le département d'oncologie, avec lequel j'ai un partenariat, l'évaluation des symptômes et des besoins en soins, le développement et le test des interventions pour mieux répondre à ces besoins, et ceci en développement des rôles des infirmières en oncologie pour, en fait, participer à la réalisation de cette vision. Le projet phare que j'aimerais vous présenter, c'est bien sûr l'arrivée de l'immuno-oncologie, si je parle de l'Agora, avec toutes les nouveautés qui se sont développées dans les dernières années dans ce domaine. On pense vraiment qu'on a presque des pratiques disruptives en oncologie, avec beaucoup plus de patients qui étaient jusqu'en 2000 presque perdus parce qu'on n'avait pas beaucoup à leur offrir, et qui aujourd'hui, grâce aux immunothérapies, ont des taux de survie nettement plus améliorés. Il y avait même un prix Nobel qui était donné aux 2 chercheurs et qui ont contribué à ce savoir en 2018. Nous, comme infirmières, on s'intéresse plutôt à des outils qui pourraient nous aider aux patients qui sont touchés par une maladie cancéreuse et qui reçoivent ces nouveaux traitements, parce que même si le taux de survie s'est nettement augmenté, la qualité de vie de ces patients est touchée comme la qualité de vie de tous les patients qui sont touchés par une maladie cancéreuse. Et ce qui est particulier ici, c'est qu'on sait que ces nouveaux traitements vont avec des nouveaux profils d'événements indésirables qui vont impacter la qualité de vie. Ce que a pu montrer ma postdoc, Sarah Colomer, c'est malheureusement tous les outils qu'on a pour mesurer les patient-reported outcomes, qui nous permettent par exemple de mesurer la qualité de vie, étaient développés avant
qu'on a développé ces nouveaux traitements. Ça veut dire que les événements indésirables qu'on trouve dans ces études ne se retrouvent pas du tout représentés dans des outils qui mesurent la qualité de vie ou d'autres résultats reportés par des patients dans les études cliniques. Alors nous, on s'intéresse maintenant à avoir des études, conduire des études qui nous permettraient de mieux mesurer les résultats auprès des patients, directement mesurés avec les patients, pour connaître leur qualité de vie quand ils sont sous immunothérapie, mais aussi mieux comprendre l'évolution de leurs symptômes. Ceci pourrait peut-être un jour nous permettre de prévenir, anticiper, détecter, traiter et monitoriser les patient-reported outcomes et pour, bien sûr, prendre en charge ces patients, cibler sur leurs besoins d'une meilleure manière que l'on le fait aujourd'hui. Ceci nous a amené à une étude où on va en fait réinterroger les patients pour mieux comprendre leur vécu quand ils sont sous immunothérapie. On le croise avec des questionnaires qui sont disponibles à ce jour pour voir où est-ce qu'il y a une divergence entre ces mesures. Et on le croise également avec des biomarqueurs qui peut-être vont nous permettre de compléter ces questionnaires et mieux comprendre les symptômes, peut-être même prévenir ces symptômes un jour. C'est à cause de ça qu'on fait aussi des prises de sang et pas que des entretiens et des questionnaires avec les patients. Ces résultats-là vont nous peut-être aider à développer des outils électroniques, c'est en tout cas ce que nous espérons, qui seront vraiment valides pour cette population qui est sous immunothérapie, afin qu'on aura des alertes directes qui sont reportées à l'équipe clinique et qui nous mettront dans les conditions où on peut réagir immédiatement quand il y a ces événements indésirables et pour accompagner les patients dans la prise en charge, même s'ils sont à domicile et à plus long terme. Cette étude était financée par la Fondation ISREC, qui d'ailleurs a aussi financé une grande partie de cette maison. Ça veut dire qu'ils ont cette volonté de nous soutenir dans la réalisation de cette vision. Et cette étude, elle a l'air d'être très simple. On va randomiser. Un groupe va recevoir ces interventions-là, l'autre, elle va recevoir les traitements standards ou les soins standards tels qu'ils sont offerts aujourd'hui au CHUV. Mais rien que ces mécanismes ici, c'est vraiment des modèles de prise en charge très complexes. Derrière ces modèles-là se cachent 4 différents projets de recherche qu'on mène à ce jour pour pouvoir en fait développer cette intervention dans sa complexité. Tout ça, je ne pourrais bien sûr pas le faire sans mon équipe de recherche. Je ne vais pas vous nommer toutes ces personnes, mais j'aimerais mettre en avant 3 personnes qui me tiennent vraiment à cœur. On a 3 patientes qui conduisent tous ces projets de recherche avec nous et je suis très, très fière et j'ai beaucoup de reconnaissance pour tout le travail qu'ils font avec nous pour vraiment représenter leur voix dans les projets de recherche. Et puis, on a des partenaires pour tous les projets qu'on mène au niveau national et international. Je vais que mentionner la collaboration avec Denise Brown-Lucosius, que j'apprécie énormément, mais il y en a plein d'autres au niveau européen et international qui nous soutiennent dans nos démarches. Et puis le financement, sans ça, on ne pouvait pas faire tous ces projets, vient aussi de plein de différentes organisations. Je les remercie vivement pour cela. Je voulais encore passer un film de l'équipe soignante du département d'oncologie du CHUV, avec laquelle on a gagné même un prix au niveau européen pour la meilleure représentation dans les réseaux sociaux. Mais comme je n'ai pas le temps, je vais le faire la prochaine fois. Merci beaucoup.